Nous allons parler aujourd'hui d'un système absolument fascinant, le système endocrinien. Et pour bien entrer dans le sujet, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ton corps est constitué de milliards de cellules. Des milliards. Et pourtant, tout fonctionne de manière coordonnée, cohérente, presque harmonieuse. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il existe des systèmes de communication extrêmement performants. Parmi eux, deux grands chefs d'orchestre, le système nerveux végétatif, rapide, électrique, immédiat, et le système endocrinien, plus lent, mais tout aussi puissant, qui utilise des messagers chimiques que l'on appelle les hormones. Ces hormones circulent dans le sang et vont aller modifier le comportement de cellules cibles, à condition que ces cellules possèdent des récepteurs spécifiques. C'est une communication à distance, précise, régulée. Entrons maintenant dans l'organisation de ce système endocrinien. Ce n'est pas un système anarchique. Il est au contraire strictement hiérarchisé et contrôlé en permanence. Au sommet de cette hiérarchie, on trouve l'hypothalamus. C'est lui le chef. Il reçoit une quantité énorme d'informations, à la fois internes comme la glycémie, la température, l'état hydrique et externe, stress, environnement, émotions. À partir de ces informations, il envoie des signaux à l'hypophyse grâce à des hormones particulières qu'on appelle les releasing hormones, comme la TRH, la CRH ou la GnRH. L'hypophyse, qui est juste en dessous, va alors jouer le rôle de relais et de chef d'orchestre secondaire. Elle sécrète ce qu'on appelle des stimulines, c'est-à-dire des hormones qui vont stimuler les glandes endocrines périphériques. Ces glandes périphériques, thyroïdes, surrénales, gonades, etc. vont à leur tour libérer leurs propres hormones dans la circulation sanguine, qui iront agir sur les cellules cibles. Mais tout cela n'est pas laissé sans contrôle. Il existe un mécanisme fondamental qu'on appelle le rétrocontrôle ou feedback. C'est lui qui garantit l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Le plus fréquent est le feedback négatif. Si une hormone périphérique est en quantité insuffisante, le système central, hypothalamus et hypophyse, va augmenter la stimulation. À l'inverse, si l'hormone est en excès, la stimulation va diminuer. C'est un ajustement permanent. Plus rarement, on observe un feedback positif. Une augmentation périphérique entraîne une stimulation centrale encore plus importante. Et n'oublions pas un dernier acteur, le cortex cérébral. Il peut influencer ce système, ce qui explique les liens entre psychisme et fonctionnement hormonal. C'est ce qu'on appelle les influences psychosomatiques. Approchons-nous maintenant du cœur du système, le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus, comme je te l'ai dit, est un centre intégrateur. Il capte des informations multiples et commande l'hypophyse. L'hypophyse, elle, se divise en deux parties très différentes. D'abord la posthypophyse, ou neurohypophyse. Elle est en réalité un prolongement direct de l'hypothalamus. Elle ne fabrique pas d'hormones elle-même, mais elle stocke et libère deux hormones produites par l'hypothalamus. La première, c'est l'ADH, l'hormone antidiurétique. C'est l'hormone de l'économie de l'eau. Elle agit sur les reins pour augmenter la réabsorption de l'eau, ce qui diminue la quantité d'urine produite, augmente la volémie, c'est-à-dire le volume sanguin et donc la pression artérielle. Quand ton corps manque d'eau, l'hypothalamus latéral déclenche deux réponses, la sensation de soif, pour que tu boives, et la sécrétion d'ADH pour économiser l'eau. Une fois l'équilibre rétabli, l'hypothalamus ventral inhibe ces réponses. C'est un système d'une précision remarquable. La deuxième hormone, c'est l'ocytocine. Elle est bien connue pour son rôle dans l'accouchement, en déclenchant les contractions utérines, et dans l'allaitement, en permettant l'éjection du lait. Mais elle a aussi un rôle beaucoup plus subtil. Elle participe aux liens affectifs, à l'attachement, à l'empathie, et même à l'état amoureux. Tout dépend notamment du nombre de récepteurs à l'ocytocine. Passons maintenant à l'antéhypophyse, ou adénohypophyse. Là, on change complètement de registre. Cette partie fabrique ses propres hormones. Elle sécrète d'abord des stimulines. La TSH stimule la thyroïde. L'ACTH stimule la corticosurrénale. La FSH et la LH stimulent les gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules. La prolactine, elle, stimule les glandes mammaires. Et puis il y a une hormone à part, l'hormone de croissance, l'AGH. Chez l'enfant, elle est essentielle. Elle stimule la croissance osseuse en activant les ostéoblastes, et elle favorise aussi le développement des tissus mous grâce à son effet anabolisant sur les protéines. Mais même chez l'adulte, elle reste active. Elle est anabolisante pour les protéines, catabolisante pour les lipides, et elle augmente la glycémie. Sa sécrétion augmente en cas d'hypoglycémie et diminue en cas d'hyperglycémie. Voyons maintenant ce qui se passe quand ce système se dérègle. Un déficit en GH chez l'enfant entraîne un anisme hypophysaire. La croissance est ralentie, environ 3 cm par an au lieu de 6, mais les proportions du corps restent harmonieuses.
Le diagnostic repose sur un taux de GH bas, qui ne s'élève pas même après stimulation par une hypoglycémie provoquée. Le traitement consiste en des injections régulières de GH, aujourd'hui produites par génie génétique. À l'inverse, un excès de GH donne deux tableaux différents. Chez l'enfant, cela entraîne un gigantisme. Chez l'adulte, cela provoque une acromégalie, souvent liée à un adénome hypophysaire. L'acromégalie est impressionnante. On observe une hypertrophie des mains, des pieds, des os du visage, du thorax. Les tissus mous augmentent aussi de volume. Le diagnostic est confirmé par un taux élevé de GH qui ne diminue pas après une hyperglycémie provoquée. Le traitement principal est chirurgical, retirer l'adénome. Quittons maintenant le centre pour aller vers les glandes endocrines périphériques, à commencer par la thyroïde. Située à la base du cou, elle produit deux types d'hormones. D'une part, les hormones thyroïdiennes, T3 et T4, fabriquées à partir d'iode et de tyrosine. D'autre part, la calcitonine. Les hormones thyroïdiennes ont un rôle majeur. Elles activent pratiquement toutes les cellules de l'organisme. Elles régulent le métabolisme de base, c'est-à-dire la dépense énergétique minimale du corps, mesurée au repos, à jeûne et dans une température neutre. Cette valeur est d'environ 40 kcal par heure et par mètre carré de surface corporelle. En cas d'hyperthyroïdie, ce métabolisme augmente. En cas d'hypothyroïdie, il diminue. Elle participe aussi à la thermorégulation en augmentant la production de chaleur, à la croissance et à la maturation du système nerveux, et elle stimule de nombreux systèmes, cardiovasculaires, digestifs, neuropsychiques. Leur régulation suit un axe classique, TRH, puis TSH, puis T3-T4, avec un rétrocontrôle négatif exercé par les hormones thyroïdiennes. La calcitonine, elle, est une hormone hypocalcémiante. Elle est libérée après les repas, quand la calcémie augmente, et elle favorise le stockage du calcium dans les os. Elle est d'ailleurs utilisée dans le traitement de l'ostéoporose. Juste derrière la thyroïde se trouvent les parathyroïdes, au nombre de 4. Elles produisent la parathormone. Contrairement à la calcitonine, la parathormone est hypercalcémiante. Elle fait passer le calcium des os vers le sang. La calcémie normale est d'environ 100 mg par litre, avec une marge de plus ou moins 5 mg. Elle est maintenue constante grâce à l'équilibre entre la parathormone et la calcitonine. La vitamine D joue aussi un rôle essentiel en augmentant l'absorption intestinale du calcium et en régulant sa répartition osseuse. Sa carence chez l'enfant entraîne un rachitisme, avec retard d'ossification et déformation osseuse. Le calcium est indispensable à de nombreuses fonctions: contraction musculaire, coagulation sanguine, transmission nerveuse et formation des os. Terminons par les pathologies thyroïdiennes, très fréquentes, notamment chez la femme. L'hyperthyroïdie se manifeste par une accélération globale de l'organisme, tachycardie, amaigrissement malgré un bon appétit, tremblements, sueur, intolérance à la chaleur, agitation psychique, diarrhée, fatigue. Parmi les causes principales, on retrouve la maladie de Basedow et l'adénome toxique. La maladie de Basedow est une maladie auto-immune. Des anticorps stimulent anormalement les récepteurs de la TSH, ce qui entraîne une production excessive d'hormones thyroïdiennes. Cliniquement, en plus des signes d'hyperthyroïdie, on observe un goitre et une exophthalmie. Les examens montrent une augmentation de T3 et T4, une diminution de la TSH, une hypertrophie homogène de la thyroïde à l'échographie, une fixation accrue de l'iode à la scintigraphie et la présence d'anticorps spécifiques. L'évolution se fait par poussée. Le traitement est d'abord médical, repos, bêta-bloquant, antithyroïdien de synthèse comme le néomercazole pendant environ 18 mois. En cas de récidive, on peut recourir à l'iode radioactif ou à la chirurgie. Nous venons de voir la maladie de Basedow, et juste après apparaît une autre cause d'hyperthyroïdie, l'adénome toxique. Ici, on n'est plus dans une maladie diffuse de toute la glande, mais dans quelque chose de localisé. Il s'agit d'une tumeur bénigne de la thyroïde, mais attention, bénigne ne veut pas dire anodine. Cette tumeur est hypersécrétante, elle produit de manière autonome des hormones thyroïdiennes. Cliniquement, on retrouve tous les signes d'une hyperthyroïdie, accélération du métabolisme, amaigrissement, agitation, mais un élément va orienter. À la palpation, on sent un nodule thyroïdien. Biologiquement, le tableau est classique. T3 et T4 augmentés, TSH effondré, puisque le rétrocontrôle négatif fonctionne toujours. La scintigraphie à l'iode 131 est particulièrement parlante. Elle montre un nodule hyperfixant, c'est-à-dire qu'il capte énormément d'iode, tandis que le reste de la thyroïde semble éteint, comme mis au repos. Et si l'on injecte de la TSH, la glande normale se remet à fonctionner, preuve qu'elle n'était pas détruite mais simplement inhibée. Le traitement, ici, est chirurgical. On enlève le nodule responsable. Passons maintenant à l'autre versant des troubles thyroïdiens,
L'hypothyroïdie. Chez l'enfant, les conséquences sont dramatiques si le diagnostic n'est pas fait à temps. Il y a un retard psychomoteur qui peut aller jusqu'à une déficience intellectuelle sévère, et un retard de croissance qui aboutit à un nanisme disharmonieux. Contrairement au nanisme hypophysaire, ici les proportions ne sont pas respectées. C'est pour cela que le dépistage néonatal est absolument crucial, notamment pour détecter une athyréose congénitale, c'est-à-dire une absence de thyroïde. Le traitement doit être instauré en urgence pour éviter des séquelles irréversibles. Chez l'adulte, le tableau est très évocateur, presque caricatural. Tout est ralenti. Le patient est fatigué, lent sur le plan intellectuel, avec une sorte de cerveau au ralenti. Le cœur bat lentement, c'est la bradycardie. Le transit est ralenti, d'où la constipation. Il existe une frilosité, une intolérance au froid. Sur le plan sexuel, une diminution du désir. Et surtout, un aspect très particulier, une infiltration sous-cutanée qui donne un visage bouffi, avec prise de poids. Parmi les causes, le myxœdème idiopathique est fréquent, notamment chez la femme d'âge mûr. Il correspond justement à cette infiltration cutanée caractéristique. Une autre cause majeure est la thyroïdite d'Hashimoto, une maladie auto-immune. Ici, le système immunitaire attaque la thyroïde, avec production d'anticorps antithyroperoxydase et infiltration lymphocytaire de la glande. Il existe aussi des causes iatrogènes, ablation chirurgicale de la thyroïde, traitement par iode radioactif. Et puis la carence iodée, encore fréquente dans certaines régions, qui peut entraîner des goitres volumineux. Sur le plan biologique, il faut distinguer deux grands types. Dans les hypothyroïdies dites périphériques, T3 et T4 sont basses et la TSH est élevée, car l'hypophyse essaie de compenser. À l'inverse, dans les hypothyroïdies d'origine centrale, hypothalamo-hypophysaire, la TSH est basse. Le traitement est simple dans son principe mais exigeant dans son suivi. Un apport quotidien d'hormones thyroïdiennes par voie orale avec une surveillance régulière. Nous allons maintenant changer complètement d'organe et nous diriger vers le pancréas endocrine. Le pancréas endocrine, ce sont essentiellement les îlots de Langerhans qui contiennent différents types cellulaires. Les cellules bêta sécrètent l'insuline et les cellules alpha sécrètent le glucagon. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle est sécrétée au moment des repas, lorsque la glycémie augmente. Son rôle est de faire entrer le glucose dans les cellules, notamment dans le foie, où il est stocké sous forme de glycogène. C'est la glycogénogenèse. Le glucagon, lui, fait exactement l'inverse. C'est une hormone hyperglycémiante, sécrétée entre les repas, lorsque la glycémie baisse. Il stimule la glycogénolyse hépatique, c'est-à-dire la libération de glucose à partir des réserves. L'équilibre entre ces deux hormones permet de maintenir une glycémie stable. À jeûne, la glycémie normale se situe entre 0,70 et 1,20 gl. Après un repas, elle augmente, et lors d'un effort, elle diminue. Mais ces variations sont amorties par un système de régulation très efficace, qui implique à la fois le foie avec ses fonctions de stockage et de libération et les hormones. Il est intéressant de noter qu'il n'existe qu'une seule hormone hypoglycémiante, l'insuline, alors qu'il existe plusieurs hormones hyperglycémiantes, l'adrénaline, le glucagon, la GH, le cortisol et les hormones thyroïdiennes. Arrivons maintenant à une pathologie majeure, le diabète sucré. Le diabète est défini comme un état d'hyperglycémie chronique. Il résulte de facteurs génétiques et environnementaux. On parle de diabète lorsque la glycémie à jeûne dépasse 1,26 gl, ou lorsqu'elle dépasse 2 gl à n'importe quel moment de la journée, à condition que cela soit confirmé à 2 reprises. On distingue deux grands types. Le diabète de type 1, ou diabète insulinodépendant, représente environ 15% des cas. Il survient plutôt chez le sujet jeune, souvent maigre. C'est une maladie auto-immune qui détruit les cellules bêta du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent, concerne environ 85% des cas. Il apparaît généralement vers la cinquantaine, souvent chez des sujets en surpoids. Les facteurs de mode de vie jouent un rôle majeur. Alimentation riche, sédentarité, obésité. Il débute par une insulinorésistance. Les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, notamment à cause des dépôts graisseux. Le pancréas compense en produisant plus d'insuline, mais à long terme, il s'épuise et une carence relative puis réelle s'installe. Dans les deux cas, il existe une prédisposition génétique. Regardons maintenant les conséquences d'un manque d'insuline. Sur le plan glucidique, le glucose ne peut plus entrer dans les cellules. Il s'accumule dans le sang, provoquant une hyperglycémie, tandis que les cellules sont en manque d'énergie. Lorsque la glycémie dépasse 1,8 gl, le glucose passe dans les urines, c'est la glycosurie. Cela entraîne une polyurie, par effet osmotique, et donc une déshydratation, responsable d'une polydipsie.
Sur le plan protéique et lipidique, les cellules se tournent vers d'autres sources d'énergie. La protéolyse entraîne une perte de masse musculaire et une polyphagie. La lipolyse produit des corps cétoniques acides, ce qui peut entraîner une acidose. Le diabète de type 1 se révèle souvent brutalement, avec polyurie, polydipsie, amaigrissement rapide et fatigue. Le diagnostic est confirmé par l'hyperglycémie et la glycosurie. Le diabète de type 2, lui, est souvent silencieux et découvert par hasard. À noter que le diabète gestationnel expose à un risque de développer un diabète de type 2 ultérieurement. Le suivi du diabète repose sur des examens réguliers. L'hémoglobine glyquée permet d'évaluer la glycémie moyenne sur 3 mois. On surveille les yeux pour dépister une rétinopathie, les reins avec la microalbuminurie et la créatininémie, le système cardiovasculaire avec différents examens et le profil lipidique. Les complications du diabète sont nombreuses et graves. À long terme, une hyperglycémie mal contrôlée entraîne une macroangiopathie, favorisant l'athérosclérose. Cela se traduit par des AVC, des infarctus du myocarde ou des artériopathies des membres inférieurs pouvant aller jusqu'à l'amputation. La microangiopathie touche les petits vaisseaux, rétinopathie avec risque de cécité, néphropathie avec insuffisance rénale, neuropathie avec perte de sensibilité. Le patient est aussi plus sensible aux infections, et le pied diabétique est une complication redoutable, avec nécrose et ulcération. Il existe aussi des complications aiguës, des comas. Le coma acidocétosique, typique du diabète de type 1, est lié à l'accumulation de corps cétoniques et s'accompagne d'une hyperventilation. Le coma hyperosmolaire, plutôt dans le diabète de type 2, est dû à une déshydratation majeure. Et le coma hypoglycémique, souvent iatrogène, survient rapidement avec sueur abondante. Le traitement repose d'abord sur des mesures hygiéno-diététiques, activité physique et alimentation adaptée. Le diabète de type 1 nécessite une insulinothérapie. Le diabète de type 2 est d'abord traité par des mesures de mode de vie, puis par des antidiabétiques oraux comme la metformine ou les sulfamides, et parfois par l'insuline si nécessaire. Terminons avec les glandes surrénales. Situées au-dessus des reins, elles comportent 2 parties. La médullosurrénale sécrète l'adrénaline, hormone de la réponse immédiate au stress. La corticosurrénale, elle, produit 3 types d'hormones. L'aldostérone est une hormone de l'économie du sodium. Elle augmente la réabsorption de sodium et l'élimination du potassium au niveau des reins, ce qui augmente la volémie et la pression artérielle. Sa sécrétion dépend de l'ACTH, de la volémie, de la natrémie et du système rénine-angiotensine-aldostérone. Les androgènes surrénaliens ont un effet anabolisant et jouent un rôle chez la femme dans le désir sexuel et la puberté. Enfin, le cortisol est une hormone essentielle du stress. Il a un double rôle, il freine les réactions inflammatoires excessives, mais il mobilise aussi l'énergie en augmentant la glycémie et en favorisant la dégradation des lipides et des protéines. En cas de stress prolongé, il peut entraîner une immunodépression. Le cortisol a aussi un effet proche de l'aldostérone, favorisant la rétention d'eau et de sodium. Sa sécrétion suit un rythme circadien, avec un pic le matin, et elle est contrôlée par la CRH et l'ACTH, avec un rétrocontrôle négatif.